Bienvenue à cette émission de Flash Info Afrique. Nous sommes en compagnie de M. Lamine Djedjou, professeur au Cégep Limoilou. Il va nous aider à commenter l'actualité africaine brûlante de ces derniers moments. Mon nom est Ibrahima Sidibé Pommier. Voici les titres de cette édition. Premier sujet, donc la Russie, le conflit russo-ukrainien. Poutine envahit donc l'Ukraine. Quelles sont les conséquences pour l'Afrique? Deuxième sujet, la situation ou le sort des étudiants africains dans le flot des réfugiés. Quels sont les impacts? Quelle situation ça donne pour le continent? Sa place surtout dans le monde. Troisième sujet, donc il y a eu une nomination au Burkina Faso donc d'un premier ministre, Albert Ouédraogo, un technocrate. On a une transition qui démarre. Quels sont les enjeux? Ensuite, quatrième point, donc il y a eu un procès à Dakar, qui a été ajourné pour mai, du maire de Dakar, un certain Barthélémy Dias, donc il aurait été condamné pour 5 ans en délibéré. Donc, qu'est-ce que ça a comme implication? Et puis, on va profiter de ça pour voir un peu quelles sont les lignes au niveau de la politique sénégalaise. Cinquième sujet, donc attaque meurtrière à Mondoro, donc dans le centre du Mali, contre une base de l'armée malienne. Donc, c'était le 4 mars dernier, avec un bilan très lourd. Quelles sont les implications par rapport à la situation au Mali, sachant qu'on est donc en plein retrait de Barkhane et de Takuba du territoire malien. Voilà donc pour les titres de cette édition. Bienvenue Monsieur Djedjou. Donc on va parler tout de suite de la situation donc de la guerre qui s'installe en Europe entre la Russie et l'Ukraine sur fond de rivalité Russie-OTAN. On a déjà, certains parlent de 1 million, 2 millions peut-être de réfugiés. Et parmi ces réfugiés, on a donc des Africains qui se retrouvent, des étudiants africains qui se retrouvent coincés et qui sont victimes d'un racisme extrêmement tenace. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce que ça t'inspire d'abord? Le sort des étudiants africains, encore une fois, l'Afrique se retrouve au centre d'une guerre qui ne la concerne pas, malheureusement. Et les étudiants africains qu'on retrouve au cœur de ce conflit, victimes de racisme de toutes sortes, qui est presque indéniable aujourd'hui au regard des vidéos qui sont postées par les principaux concernés, les calvaires qu'ils ont vécu, qu'ils sont en train de vivre encore, parce que ce n'est pas encore fini là. Tout ça, voyez-vous, ça nous en dit long sur la souffrance continue des Africains dans leurs relations avec le monde. Parce que normalement, je ne comprends pas pourquoi, quand on évacue des réfugiés, parce que c'est presque des réfugiés dans le fond, on évacue des gens qui fuient la guerre, à la porte des trains, on fait le tri en fonction de la couleur de la peau des gens. Ça, au XXIe siècle, c'est encore moins acceptable. Ce n'est jamais acceptable en soi, mais c'est encore moins acceptable au XXe siècle. Surtout pour des étudiants qui se sont retrouvés malheureusement en Ukraine, à la recherche du savoir pour aider leur continent à se développer. Mais ce qui est le plus désolant dans cette affaire, à mon sens, c'est le fait que les gouvernements africains n'ont manifesté aucune solidarité à l'égard de ces étudiants-là qui sont presque abandonnés à eux-mêmes, à leur propre sort. Pour une fois, l'Afrique avait là une belle occasion d'unité. Parce que ce sont ces fils et ces filles qui se retrouvent dans un univers étranger et un minimum de solidarité était nécessaire pour défendre les intérêts de ces fils et de ces filles, pour protéger ces fils et ces filles qui sont menacés encore en terre étrangère. Mais malheureusement, voyez-vous,
les gouvernements africains sont plus rapides quand il s'agit de sanctionner un pays comme le Mali. On va y revenir d'ailleurs. Voilà, plutôt que de se solidariser lorsque les Africains sont en danger hors de leur propre continent. Le fait que Macky Sall, président de l'Union africaine, n'ait pas voté pour la résolution de l'ONU, mais ait choisi de s'abstenir à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, je pense qu'il faut saluer cette démarche, quoi qu'on dise. Parce que cela manifeste une vieille position que l'Afrique a toujours défendue. Je suppose qu'il est sincère dans sa position. Puis les autres qui n'ont pas voté la résolution de l'ONU, malgré les pressions directes ou indirectes des puissances occidentales, les anciennes puissances occidentales colonisatrices, je suppose qu'ils sont sincères dans leur position. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a une lueur d'espoir, au sens où ça manifeste une pression populaire des Africains qui pressent leurs gouvernants à revenir à de meilleures positions, particulièrement la position du non-alignement qui a été toujours, au sortir de la conférence de Bandung, la position traditionnelle des pays africains. Et surtout dans l'espace francophone où les pays francophones s'alignaient automatiquement derrière la position de la France. La puissance impératrice qui est la France. Alors donc ça, je pense qu'il faut saluer cette posture nouvelle, inattendue, surprenante, mais qu'il faut encourager parce que c'est ça que les Africains souhaitent. Cette guerre-là n'est pas notre guerre. Même si elle peut avoir des implications sur le développement de l'Afrique, sur le devenir de l'Afrique, ce n'est pas notre guerre à nous, c'est la guerre entre, disons, on va dire deux grandes puissances. C'est la vieille rivalité Est-Ouest qui se manifeste sous des formes modernes. Donc moi, j'ai bien aimé que ce ne soit pas là, beaucoup de pays africains, pas tous, beaucoup de pays africains aient dit ni oui ni non dans cette guerre. Et je pense que ce sont des positions comme ça qu'il faut encourager, pour que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, dans le conflit que les deux grandes superpuissances continuent de mener et dans lesquels ils sont les dindons de la farce la plupart du temps, que l'Afrique réfléchisse à propos de ses relations avec les pays occidentaux et sache, n'est-ce pas, prendre des positions qui manifestent sa neutralité et qui manifestent au monde entier que l'Afrique aussi a une colonne vertébrale et est capable de dire non quand elle le désire. C'est ça, donc je précise quand même qu'il y a quelques pays qui n'ont pas voté du tout, donc, dont le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun, l'Éthiopie, qui ont préféré carrément ne même pas s'abstenir. Alors, et puis effectivement, il y a quand même la situation de certains pays donc, qui ont commencé donc, à s'aligner sur les positions de Moscou récemment, le Mali, la Centrafrique, et qui se sont abstenus. Et puis l'Algérie, par exemple, sont des pays qui sont extrêmement alignés pro-russes, mais qui ont préféré s'abstenir. Est-ce que tout ça, ça ne montre pas justement cette précaution qu'il faut prendre des fois pour éviter un retour de bâton? C'est ça. Quoi qu'on dise, je voudrais être plus précis là à propos de ce que j'ai dit tantôt. Moi, je suis de ceux qui croient que l'Afrique, dans le contexte actuel, est en rapport avec le passé. N'oubliez pas que l'ancienne URSS est la puissance qui a le plus aidé les pays africains dans leur lutte pour la libération nationale. La décolonisation, oui. Si l'Afrique aujourd'hui a eu son indépendance, beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance, c'est grâce au mouvement de libération nationale qu'ils ont pu mettre sur place et qui ont été largement soutenus par l'URSS. La Guinée-Bissau, le PAIGC de Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert, s'ils ont obtenu leur indépendance envers le Portugal, dans la lutte contre le Portugal, c'est à cause du soutien de l'URSS. Les cadres bissau-guinéens des îles du Cap-Vert, les militaires. Vous avez le MPLA en Angola, vous avez l'ANC en Afrique du Sud. Les pays occidentaux étaient massivement derrière les régimes de l'apartheid. C'est l'URSS, les pays, le bloc de l'Est et Cuba qui étaient les principaux pays qui ont soutenu le régime de l'ANC de Nelson Mandela, y compris l'aile militaire de l'ANC. On a toute l'Afrique de l'Est, le Mozambique, etc., etc. Donc, au fond, moi, de mon point de vue, l'allié naturel de l'Afrique, c'est vraiment aujourd'hui Moscou. Mais une guerre est une guerre. Personne ne souhaite jamais de guerre. La guerre, c'est toujours les innocents qui sont victimes. Et dans le contexte actuel,
je pense que la posture, comme je l'ai dit, de l'Afrique est salvatrice. Le fait d'avoir dit en grand nombre, parce que c'est quand même surprenant comme on l'a dit tantôt, en grand nombre d'avoir dit non, nous on ne s'aligne, on ne dit ni oui ni non, on ne s'aligne ni pour l'un ni pour l'autre, parce que pour nous, cette guerre-là ne nous appartient pas. On peut aider à trouver la paix, à discuter à aider les pays occidentaux belligérants à s'entendre, à trouver des points d'accord pour que cette guerre inutile cesse, mais nous ne devrons pas prendre position en faveur de l'un ou de l'autre parce que nous sommes, peut-être sans le dire directement de cette manière-là, pour le non-alignement. Et c'est cela qu'il faut encourager à mon sens. Mais en même temps, on voit quand même qu'on est devant une rupture géopolitique. Oui. Pour la première fois depuis 1945, on voit que l'ordre établi dans les relations internationales est en train de basculer. Pour la première fois, on voit donc une puissance qui envahit un autre pays, quand même, qui n'est pas un petit pays. Alors, et parce que la Russie est une puissance nucléaire, c'est pour ça qu'elle n'est pas frappée par les États-Unis. Et c'est vrai que dans les opinions du Sud, les gens comprennent ça, le message qui est envoyé. On a vu la destruction de la Libye, la destruction de l'Irak, à des prétextes souvent fallacieux d'apporter la démocratie ou de protéger les minorités. Et là, on est dans une situation où un pays ouvertement envahi avec des chars qui étaient positionnés depuis plusieurs jours. Et là, les Européens sont coincés. Ils sont très coincés. Donc nous, là-dedans, sur le continent, est-ce que l'Afrique ne peut pas profiter justement de cette période-là pour repenser et revenir le plus vite possible à un panafricanisme actif. Oui, absolument. Parce que c'est ça on est dans un monde dangereux aujourd'hui. Donc on voit bien que la Chine sera demain probablement la première puissance, mais quand on voit la leçon de l'Ukraine, ça veut dire que n'importe quel pays peut décider un jour d'envahir aussi le continent. Personne ne nous défendra. Oui, mais ça c'est un vieux problème, là, comme tu le disais tantôt. C'est les États-Unis qui n'ont pas de leçon de ce point de vue à donner à personne. C'est l'Irak. On se souvient tous, sous le faux prétexte d'une arme de destruction massive que Saddam Hussein était en train de développer. On se souvient de Colin Powell qui agitait un flacon aux Nations Unies pour prouver que l'Irak de Saddam Hussein était en possession des armes de destruction massive. Il y a eu par la suite l'Afghanistan, l'envahissement de l'Afghanistan. Il y a eu l'Irak, l'Afghanistan. Quel autre pays? Il y a beaucoup d'autres pays que les États-Unis ont envahis justement sous la base de faux prétextes. Alors, donc, c'est peut-être cette expérience négative qui a donné plus de légitimité à la Russie, devenue une puissance, parce qu'apparemment, là, la Russie a préparé cet envahissement depuis très très longtemps. Tous les signaux aujourd'hui, le niveau d'armement par exemple, la préparation, regardez comment ils ont encerclé l'Ukraine, toute la côte est de l'Ukraine, la frontière est, jusqu'au nord. Bientôt ils vont prendre Donbass, ils vont prendre les provinces qui sont autour de la Crimée. Ça a l'air d'une action militaire qui a été fortement préparée, et j'ose croire que la Russie a eu les coups de franche pour envahir l'Ukraine, parce que ce n'est pas la première fois qu'une puissance étrangère envahit un autre pays. Donc ça devient comme une sorte de règle du droit international. C'est le fait d'envahir un autre pays et puis de s'en sortir indemne. Mais la différence cette fois-ci, c'est en territoire européen. C'est la première fois qu'on a une guerre ouverte. Tout à fait. Entre deux pays sur le sol européen, à exception de l'éclatement de la Yougoslavie. Donc là, l'Ukraine, c'est quand même 50 millions d'habitants. Mais ça doit amener les Européens à voir que le monde est un. On est un monde global. Ce qui arrive aux autres peut arriver à tout le monde, vous comprenez? Oui, on va faire un dernier point sur les conséquences économiques pour le continent. C'est sûr qu'on a vu donc la flambée des matières premières, donc le pétrole, le blé, dont la Russie était un grand exportateur avec l'Ukraine. Et certains prédisent qu'on va peut-être avoir des émeutes de la faim dans les grandes villes africaines. Parce que surtout dans le Maghreb, où les gens consomment énormément de blé, donc le couscous, le pain.
et c'est du pain souvent de blé russe ou ukrainien. Oui. Alors que tout ça, ça va être perturbé. Mais c'est certain que ce n'est même pas seulement en Afrique qu'il va y avoir des émeutes de la faim. Moi, j'ai l'impression que toute cette situation-là, l'inflation d'abord dans nos pays, les pays occidentaux où on vit, regardez bien, aujourd'hui, regardez les litres d'essence, bientôt 2 $. Au Québec, c'est du jamais vu. Et quand l'économie, en fait, ce n'est rien d'autre que la traduction de la conversion de l'inflation, c'est tout. C'est uniquement ça. Donc, au fond, ce qu'on va vivre là dans les pays occidentaux, comme partout dans le monde, c'est le renchérissement de la vie, l'inflation, le niveau élevé du coût de la vie, et très souvent, ces facteurs-là économiques ont pour effet dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que le coût de la vie augmente, l'inflation augmente, ça a des conséquences sociales importantes. Donc il faut s'attendre probablement les mois, les années à venir. C'est une crise qui va avoir des effets énormes, surtout avec l'embargo que les États-Unis ont imposé à l'Europe. Des mouvements sociaux importants pour revendiquer quelque part. N'oublie pas que les Gilets jaunes attendent dans un coin de la rue en France pour reprendre le mouvement. En élection d'ailleurs. Voilà. Est-ce que justement on n'est pas à l'abri d'une 4e guerre mondiale? Beaucoup de gens disent que ça peut dégénérer parce que l'OTAN est en train quand même de jouer à un jeu dangereux. On veut envoyer des avions à l'Ukraine, on veut continuer à envoyer des armes. Enfin, donc on va peut-être clore ce chapitre. Donc c'est sûr que c'est une situation tragique pour le peuple ukrainien. Et ce président qui se retrouve tout seul alors qu'il a osé braver Poutine parce qu'il sentait peut-être que les Occidentaux n'allaient pas le lâcher. Et ça aussi, s'il y a des leçons qu'on pourrait tirer énormément dans les pays du Sud et que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Exactement. Donc on va changer de sujet, on va partir donc sur le deuxième thème, enfin après donc cette actualité extrêmement chargée. Donc au Sénégal, il y avait eu donc cette décision du tribunal de Dakar par rapport à Barthélémy Diaz, qui est le maire nouvellement élu de Dakar, sur une affaire qui est une affaire ancienne, mais que donc est-ce qu'on voit là une stratégie ou pas du pouvoir, sachant que mais il n'y a pas que Barthélémy, parce que tout ça, ça se tient en un bloc. Il y a aussi le passeport de Ousmane Sonko qui est confisqué. Le parquet de Dakar vient à nouveau de refuser de lui restituer son passeport, parce que les élections législatives, c'est bientôt, c'est en juin 2022. Puis il y a les élections présidentielles qui se préparent en 2024. Donc il y a l'affaire Ousmane Sonko. Il y a eu d'ailleurs une interview d'Adji Sarr. Voilà, Adji Sarr, justement, interviewée par les médias français. Le Monde, particulièrement le journal Le Monde et RFI, qui se sont déplacés depuis Paris jusqu'à Dakar, pour interviewer une fille que personne ne voit, parce que là, elle est en résidence surveillée, cette fille-là. Donc, sans compter la pression de l'opposition actuellement au Sénégal, des Sénégalais de façon globale au-delà de l'opposition, pour qu'il y ait un procès sur les 14 morts du mois de mars dernier, pour lequel il n'y a pas de procès, il n'y a rien, il n'y a pas de coupable. Jusqu'à présent, il y a donc un climat délétère au Sénégal, dans ce climat délétère, évidemment, se joue le théâtre de Barthélémy Diaz. Alors, le gouvernement sénégalais, tout le monde le sait, il prépare sa revanche. Macky Sall veut briguer un 3e mandat, c'est certain. Tous les signaux qui le montrent, entre autres signalent, il y a le fait qu'il a réarmé l'armée. Il a acheté des tanks, des chars de combat, il a augmenté le nombre de policiers recrutés, de gendarmes, il a réformé le système, la gendarmerie nationale, changé les dirigeants au sommet, la police, l'armée, tout ça. Donc, on a l'impression au Sénégal qu'il se prépare à une guerre. Il avait même lui-même dit, vous vous souvenez, que ce qui s'est produit au mois de mars ne se reproduira plus. Donc, au fond, l'affaire de Barthélémy Diaz s'inscrit dans cette logique globale, où nous avons le sentiment au Sénégal, les Sénégalais ont le sentiment que ce qui se prépare, c'est un forcing de Macky Sall pour se présenter à un 3e mandat. Et pour que ce 3e mandat soit possible, il faut intimider les gens de l'opposition, et surtout les plus radicaux comme Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz. Qui peuvent réellement donc discuter le pouvoir. Exactement, c'est les deux opposants les plus farouches au régime de Macky Sall. Donc il y a ce sentiment-là, et ça
ça pourrit vraiment l'atmosphère politique au Sénégal de plus en plus. Ok, et tout ça sur fond donc aussi des crises économiques. On va en parler sur le Mali avec les fermetures des frontières. C'est ça. Intéressant à suivre donc pour le Sénégal. Oui. Et donc on va parler un peu du Burkina Faso qui vient donc de mettre sur pied une nouvelle transition. Il y a eu un coup d'État qui est intervenu d'Amiba Sandaogo. Donc un nouveau premier ministre vient d'être donc nommé au nom de Albert Ouedraogo, un technocrate. Et pour l'instant, donc, il y a un gouvernement, mais on cherche encore cette transition pour voir où est-ce qu'elle va aller, dans quel sens. Absolument, parce que je suppose que les Burkinabés savent dans quelle direction ils s'en vont. Parce que, bon, c'est un Premier ministre qui n'a pas encore montré ses couleurs, il ne parle pas beaucoup. Qui n'a aucune expérience politique. Puis le fait d'avoir nommé comme Premier ministre un technocrate, 53 ans, me laisse dubitatif. Parce qu'au début des années 90, c'est à peu près ça qui s'est passé quand les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, ont imposé des plans d'ajustement structurel en Afrique, commencé d'ailleurs en Amérique latine, où elles ont fait des catastrophes, avec les régimes, les guerres civiles qui ont suivi. Donc en Afrique, au début des années 90, c'est la technocratie qui est montée au pouvoir dans presque tous les pays sous la commande qui était sous la botte du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. On avait cru que les technocrates étaient les meilleurs pour gérer l'économie. À part que, voyez-vous, on s'est retrouvé à la fin des années 90, début 2000, avec des crises sociopolitiques énormes qui ont précipité la crise dans le continent et précipité le continent là dans des turbulences politiques incroyables. C'est pourquoi je pense que c'est important que les technocrates, les dirigeants africains aujourd'hui, aient au moins un minimum de conscience sociale. La technocratie sans conscience sociale, c'est-à-dire des gouvernants qui sont capables de comprendre les inégalités sociales, comment gérer nos sociétés africaines pour que les inégalités sociales ne soient pas criardes, qu'on comprenne l'importance de l'éducation, qu'on comprenne l'importance d'avoir l'égalité homme-femme. Vous voyez, tous ces facteurs sociaux-là, souvent qui sont absents dans les mentalités des technocrates. Je pense que c'est important qu'on revienne à ces bases-là fondamentales pour développer le continent, plutôt que de fonder notre avenir sur les technocrates. J'espère que les Burkinabés, avec leur Premier ministre technocratique, ne vont pas donc céder à la pression des technocraties mondiales, puis qu'elles sauront donc se reprendre. L'objectif fondamental, en tout cas, de ce Premier ministre, sa feuille de route, ça va être toujours le dossier de la sécurité. Oui. On a vu donc un Burkina Faso extrêmement fragilisé par les attentats et les attaques djihadistes. C'est sûr que le positionnement aussi, on a remarqué aussi que le Burkina a été traité différemment par rapport au Mali sur les sanctions. Il n'y a pas eu d'embargo sur le Burkina Faso. Il y a eu quelques voyages. Il n'y a pas encore, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Mais ils ont dit qu'ils vont se donner 3 ans. 3 ans pour pouvoir amener le bateau Burkina Faso à bon port. Donc la CEDEAO a envoyé des émissaires simplement pour une étude technique, discuter avec l'armée burkinabé. Enfin, donc on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et cette situation nous amène un peu au Mali d'ailleurs, justement, où il y a une expérience donc de Assimi Goïta qui est toujours donc en branle et qui continue à essayer de mettre en place un système. Donc le Mali est sous embargo, ça va faire bientôt 2 mois. On a eu donc une attaque meurtrière dans une caserne donc de Mondoro. C'est une petite ville à la frontière avec le Burkina dans le centre, où le bilan a été quand même très très lourd. 27 soldats tués, 47, voilà, donc 47 terroristes neutralisés, 33 blessés lourds, dont 21 graves et 7 portés disparus. Donc il y avait eu un deuil national de 3 jours. On pensait quand même que ces attaques frontales étaient oubliées parce qu'on parlait beaucoup de la montée en puissance de l'armée malienne. Et tout ça sur fond de retrait des troupes françaises et européennes de Takuba. Qu'est-ce que ça t'inspire justement, cette expérience malienne? Je compatis beaucoup personnellement. J'ai une admiration très forte, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, pour le Mali.
c'est oser défier, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, là, oser défier la puissance tutélaire qu'est la France, qui a eu la mainmise sur cette partie de l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Ça ne peut que nous amener à développer un sentiment de respect pour le peuple malien. Au-delà de ça, je fais confiance au peuple malien dans son ensemble et à tous les panafricanistes, les patriotes africains qui soutiennent le Mali en ce moment-là, parce que le Mali a un vent de soutien exceptionnel aussi. Et je pense que le gouvernement malien doit comprendre ça et savoir aussi affûter sa diplomatie, parce que j'ai vu récemment, au-delà de cette attaque, qu'ils ont des problèmes avec la Mauritanie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Et je pense que le Mali n'a pas d'intérêt à avoir de problème avec la Mauritanie. Et il a intérêt à négocier avec tout le monde, à discuter avec tout le monde, à expliquer ses positions comme il l'a toujours fait. Parce que c'est de cette manière simplement que le peuple malien, le gouvernement malien et le peuple malien peuvent reprendre du poil de la bête, renforcer leur puissance économique, leur puissance militaire, échapper à l'embargo et s'orienter tranquillement vers une situation de stabilité et d'unité nationale. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait des tentatives de revenir. La CEDEAO est en train d'essayer de remettre de l'eau dans son vin pour revoir ces sanctions qui ont été dénoncées et qui effectivement sont insoutenables pour les opinions et le peuple malien. Écoutez, donc on va faire juste pour les brèves, il y a quelques infos d'actualité qu'on va donner. Donc en Côte d'Ivoire, il y a eu donc l'effondrement de plusieurs immeubles donc, qui ont quand même fait jusqu'à 15 morts. Alors, ça montre bien justement les problématiques liées à l'urbanisme et le fait que les gens ne respectent pas les règles de construction. Donc ça, c'est une actualité. Ça, c'est africain. Exactement. Et puis, il y a eu aussi la démission du fils du président ougandais, qui est donc un général de l'armée. Oui, à 47 ans. Qui est démissionné. Donc, certains le soupçonnent de préparer la succession du père. Donc, on est dans des successions dynastiques en Afrique centrale. Voilà pour les sujets donc de l'actualité. Ceci va mettre fin à notre discussion. Merci, Monsieur Diédhiou, de nous avoir accompagnés dans et d'apporter vos éclairages sur cette actualité du continent. Prochain rendez-vous pour Diaspora Interaction, ça va être donc le mois prochain, donc début avril plutôt. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos plateformes web, TV, sur YouTube et Facebook. Merci, bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.